normal, je l'ai gelé pour faciliter le son. Donc, mon nom est Ginette Salvas et je suis la présidente fondatrice de l'École internationale d'étiquette et de protocole depuis une vingtaine d'années. Et j'enseigne aux gestionnaires, aux réceptionnistes, aux adjointes, différentes techniques qui ne sont pas enseignées dans les écoles. Appelons ça comme ça. Alors, depuis quelques années déjà, j'offre des webinaires. Depuis 3 ans déjà, j'offre la formation par Internet pour que tous les gens de la francophonie puissent y participer. Quand on donne une formation dans une salle, évidemment, on est limité à l'entourage immédiat, tandis que quand on le fait par Internet, on n'est pas limité d'aucune façon. Alors, je vais commencer par vous poser une question que je pose toujours. Puis vous voyez qu'on va suivre également sur le cahier que vous avez en face de vous, que vous pouvez imprimer, vous pouvez écrire dedans, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors, vous avez remarqué qu'en déroulant, j'ai écrit des livres. Vous avez les titres ici. Je vous donne un court CV sur mon expérience. Et avant d'aller plus loin, je vais demander à 2 personnes. Je vais demander à Marie-Lou et je vais demander à Marie-Michel cette question suivante. Dans votre profession, qu'est-ce que vous aimez le plus? Alors, écrivez-moi ça dans votre petit carré en bas. Alors, je vois qu'il y en a plusieurs qui sont en train d'écrire. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre profession? Aux personnes que j'ai mentionnées. Bon, Marie-Michel me répond le contact avec les gens. Le contact. Le pilier de l'entreprise. D'accord. Maintenant, je demande, est-ce qu'il y en a parmi les autres que je n'ai pas nommés qui auraient des choses à rajouter? Hein, dans votre profession, qu'est-ce que vous aimez le plus? Cynthia est en train d'écrire. Être l'image de la compagnie. Joanie est en train d'écrire. D'accord. Alors, communiquer avec les gens. D'accord. Maintenant, si je vous pose une question semblable, qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre travail? Je vais demander à Daniel, je vois que vous êtes vous êtes revenu, c'est-à-dire, est-ce que ça fonctionne le son maintenant? Daniel 2, vous avez changé d'ordinateur probablement? Oui, good. Alors, je vais vous poser la question, Daniel. Qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre travail?
Alors, je vois que Daniel est en train d'écrire. De l'antipathie envers les gens trop sensibles. Envers les gens. Antipathie, j'ai d'avoir de l'antipathie avec les gens trop sensibles. Alors, vous avez de l'antipathie avec les gens qui sont trop sensibles. Ou c'est vous qui êtes trop sensible? Alors, c'est vous qui êtes trop sensible. D'accord. OK. Alors, on va commencer, puis on va revenir à ces sujets-là un petit peu plus tard. Je vais juste essayer de remettre l'image pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc voilà. Alors, on va regarder à la page 6, puis on va travailler avec les chiffres là, qui sont encadrés. Hein? Où est ma petite flèche verte? Donc, on dit que 90% des gens non satisfaits se plaignent jamais d'un mauvais service ou d'une impolitesse. 91% de ces gens-là vont décider de ne plus jamais faire affaire avec une entreprise qui leur a manqué de respect. Et ça peut être à n'importe quel niveau hiérarchique. Ça peut être à un moment donné, vous qui n'êtes pas de bonne humeur un certain matin, ça peut être une adjointe, ça peut être le service à la clientèle, peu importe, qui va être de mauvaise humeur une bonne journée et va parler un petit manquer de respect envers les clients ou ça va se sentir dans la voix. Alors, ces gens-là vont décider, ils n'en parleront peut-être pas à d'autres, mais ils vont décider qu'ils ne vont plus jamais chez vous pour une certaine raison. Donc, c'est des clients dangereux. Hein? Certains clients vont en parler à d'autres et d'autres n'en parleront pas du tout. Les gens qui en parlent à d'autres sont récupérables. Ils peuvent décider de continuer à faire affaire chez vous parce qu'il y a un bon service, parce qu'ils comprennent qu'à un moment donné, c'est possible de sauter un plomb, comme on dit. Alors, toutes les raisons sont bonnes. Mais vous, dans votre travail, vous êtes la première ligne. Hein? Quand on arrive chez vous, c'est à vous qu'on parle en premier lieu. Quand on téléphone chez vous, la plupart du temps, c'est vous qui répondez au téléphone. Donc, vous êtes la porte d'entrée de l'entreprise et ça, vous l'avez mentionné, c'est d'être l'image de la compagnie. Vous parlez au nom de l'entreprise. Ce que vous dites aux appelants, c'est pas vous qui parlez, c'est l'entreprise qui parle. Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours penser respect, politesse. Vous allez me dire, c'est dur, des fois, on aurait le goût de hausser le ton, on aurait le goût de lever les bras au ciel, mais tout ça, ça se contrôle, puis c'est des choses qu'on va voir au fur et à mesure des 3 présentations. Donc, qu'est-ce qui va influencer les gens lors de l'embauche ou d'une promotion? Alors, quand vous allez postuler pour un poste, pour un emploi, qu'est-ce qui va influencer les gens qui vous embauchent? Donc, on dit, et ça, c'est des statistiques qui font souvent réagir les gens parce qu'ils sont un peu surpris de ça. 15% vos connaissances professionnelles et 85% votre attitude et votre comportement. Donc, si vous avez eu l'emploi que vous avez maintenant, c'est qu'on a jugé que vous vendiez bien, que vous étiez poli, que vous étiez respectueuse, peut-être au détriment d'une autre personne qui aurait eu les mêmes compétences professionnelles que vous. Donc, voyez-vous comment c'est important, la façon, l'image, la façon dont on va se vendre aux gens. Je vois que Claire est en train d'écrire. Alors, on va voir une autre statistique ici qui dit, et c'est pas moi qui fais les chiffres, là, ça vient d'endroits réputés.
Alors, Claire me dit, je vais tenter de me brancher dans une autre salle, elle n'a toujours pas de son, donc c'est une bonne idée. Bonne idée. Alors, d'après un organisme qui s'appelle le Shyness Research de l'Université d'Indiana, on dit que 88% des gens éprouvent de la gêne à un certain degré. Donc, quand on fait des bévues, quand on répond n'importe quoi, c'est qu'on est gêné ou on est impulsif et on répond trop vite sans penser. Et la plus grande peur des gens, même avant la mort, c'est d'entamer une conversation avec des inconnus. Et qu'est-ce que vous faites à la journée longue? La plupart du temps, c'est des gens que vous ne connaissez pas ou très peu. Donc, vous parlez avec des inconnus. Donc, ça crée déjà là un petit sentiment de tension, si vous voulez. Il y a d'autres statistiques aussi qui disent, d'après un article qui a été publié dans un magazine en France en 2009, que plusieurs personnes souffrent d'un mal appelé l'anxiété sociale. Alors, il s'agit d'un mal relativement fréquent, puisque la statistique dit que ce mal-là touche 58% des gens. C'est quand même beaucoup. Donc, j'espère que ça va fonctionner pour vous. C'est FlexTerm qui vient d'entrer en ligne. Alors, Isabelle, comme je le mentionnais, vous allez avoir l'enregistrement mercredi des 3 sessions. Donc, vous pouvez réécouter le début, tout simplement. Et demain, bon, ça va aller mieux. On va être tout ajusté parfaitement. C'est sûr que la première journée, des fois, il y a des ajustements à faire. Donc, qu'est-ce qui occasionne, d'après vous, la perte de clients? Est-ce que c'est le service ou le prix? Ou les gens qui travaillent dans une entreprise de service, par exemple, dans une institution financière, est-ce que c'est le service ou c'est les taux d'intérêt ou c'est les frais? Qu'est-ce qui va influencer les gens? Qu'est-ce qui va occasionner une perte de clients? On dit que le service, un mauvais service, va amener beaucoup plus de perte de clients que le prix. Moi, j'aime beaucoup la philosophie asiatique et je vais vous en parler. La philosophie asiatique est la suivante. Quand on fait affaire avec une entreprise, un commerce, les Asiatiques vont vouloir premièrement développer un sentiment de confiance envers l'individu. Alors, comment on va développer un sentiment de confiance? C'est dans les conversations téléphoniques. À un autre niveau, ça va être avec des sorties sociales comme les dîners d'affaires, les 5 à 7. Pour vous, ça va être le téléphone, ça va être l'accueil en personne. Et bon, les Asiatiques vont vouloir développer le sentiment de confiance. Ensuite, ils vont évaluer et puis ils vont dire, bon, cette compagnie-là, elle existe depuis combien de temps? Est-ce qu'elle a une bonne réputation? Ils vont faire leur recherche là-dessus. Ensuite, c'est sûr qu'ils vont évaluer, comparer le produit avec celui de la concurrence. Et le prix va arriver en 4e place. Si le sentiment de confiance est bien établi avec les représentants de l'entreprise, c'est voué à fonctionner très bien. Mais s'il y a un manque à quelque part, vous allez perdre le client. Alors, c'est important de se souvenir de ça. Ça va assez loin, la négociation. Je vous donne un exemple, les Asiatiques, que si à un moment donné, ils changent de représentant, supposons que vous travaillez en entreprise, puis que vous avez le dossier des Asiatiques, bien, si à un moment donné, le patron dit on va confier le dossier de l'Asie à une autre personne, bien, le sentiment de confiance que vous avez développé au départ avec un individu est perdu complètement. Donc, ils doivent recommencer à zéro et rebâtir un sentiment de confiance avec la nouvelle personne.
C'est pour ça, des fois, que dans les commerces ou dans les entreprises, on est un petit peu mal à l'aise quand il y a un changement de personnel. Donc, ça peut arriver. Quand on confie le dossier à une autre personne ou si, à un moment donné, c'est votre remplaçante qui est là, peut-être que les gens vont être moins aptes à faire confiance, par exemple. Donc, c'est l'individu qui va faire la différence entre la fidélisation des clients et la perte des clients. Et ça se passe à tous les niveaux hiérarchiques dans l'entreprise. Il y a quelqu'un, un conférencier américain, qui a dit à un moment donné, la force d'une entreprise, c'est-à-dire l'entreprise est aussi forte que le plus faible maillon de sa chaîne. S'il y a une personne qui fait mal son travail, qui manque de respect, qui se traîne les pieds, ben, c'est la force que l'entreprise va avoir. Alors, quand on pense à ça, puis quand on est à la direction d'une entreprise, c'est presque épeurant. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre ses efforts pour tirer égal, si vous voulez. Alors, vous avez raison, en majeure partie, c'est le service qui fait perdre la clientèle. Le Journal des affaires nous disait, en 2009 aussi, les 4 principales raisons pour lesquelles les Canadiens font un faux bond à un fournisseur, c'est-à-dire pourquoi on change de fournisseur, une attente trop longue. Et au Canada, on dit que c'est la plus grande source d'insatisfaction. Excusez-moi. Alors, quand on attend trop longtemps, puis on sait que plus la technologie est développée, plus on va avoir une réponse comme hier. Hein? Puis je pense qu'on est tous pareils dans le fond. On n'attend plus, puis on ne veut plus attendre. Alors, imaginez-vous si vous avez quelqu'un dans votre salle d'attente qui attend pour rencontrer un représentant ou un employé et qui attend longtemps sans qu'on s'en occupe. Ben, vous venez de répondre à la statistique numéro 1, que les gens n'aiment pas attendre trop longtemps. On a la mèche courte, comme on dit. Maintenant, au téléphone, c'est la même chose. On n'aime pas attendre trop longtemps. Maintenant, les principales raisons, on est rendu à la deuxième. Des questions sans réponse. Les gens n'aiment pas des questions sans réponse. Si on appelle chez vous et qu'on pose une question, vous devez être en mesure d'y répondre. Et je suis loin de prétendre que vous pouvez répondre à toutes les questions, mais il y a une façon de dire je ne suis pas habilitée à répondre à cette question-là avec politesse, qu'on va dire ça, mais je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider. On va mettre l'accent beaucoup sur la relation avec le client plutôt qu'avec la situation, si vous voulez. Et souvent, ce qu'on fait, pourquoi on est stressé, c'est qu'on va mettre trop d'importance sur la situation qu'on vit avec le client au détriment de la personne. Alors, le troisième point, c'est des heures d'ouverture mal adaptées. Alors, quand on veut faire affaire avec une entreprise, avec un service, c'est sûr que si on est obligé de prendre congé pour aller faire affaire avec un commerce, que ça devient difficile. J'ai laissé mon téléphone ouvert au cas où il y en a qui voudraient appeler au tout début. Alors, si vous entendez sonner, c'est pour cette raison-là. Le quatrième point, l'impolitesse. Alors, le manque d'égard des représentants, par exemple, du service à la clientèle. Et si vous ne savez pas, vous êtes en première ligne du service à la clientèle parce que vous répondez aux clients soit en personne ou au téléphone. Alors, le manque d'égard ne pardonne pas. Puis comme on est gêné, puis on est timide, puis on est anxieuse, ça peut arriver des fois qu'il sorte des mots qu'on n'a pas vraiment réfléchi. On n'a pas vraiment réfléchi avant de les dire.
Alors, la proportion des répondants qui ont changé de fournisseur à cause de mauvais services s'élève à 67% en 2008 contre 59% en 2007. Alors, je vais tout simplement répondre parce que je crois que c'est un problème relié. Je m'excuse, je suis désolée. Ginette Salva, bonjour. Oui, je suis désolée, madame, je ne peux pas vous parler, je suis en ligne présentement. Cet après-midi seulement. D'accord. Bon, voilà, désolée pour le contretemps. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait des problèmes parce que je vois qu'il y a des gens qui ont quitté, là, qui vont peut-être tenter de se reloguer ailleurs. Donc, si je reviens à cette partie-là, la proportion des répondants qui ont changé de fournisseur à cause du mauvais service s'élève à 67% en 2008 contre 59% en 2007. Et on voit la dégradation, là. Hein? Alors, c'est passé juste dans un an, il y a 8% de différence. Puis on voit que le prix est un facteur parmi tant d'autres. Alors, avant de débuter le téléphone en tant que tel, je vais vous parler de 3 mots. Le mot étiquette, le mot protocole et le mot éthique. Le mot étiquette, si j'avais des synonymes à donner du mot étiquette, on pourrait parler de bienséance, de politesse, de respect, de savoir-faire, de savoir-dire. Alors, les bonnes manières au téléphone font partie des règles d'étiquette. Souvent, on va remplacer le mot étiquette par le mot éthique. Et le mot éthique, c'est complètement différent. Le mot éthique, c'est la valeur morale des individus. Dans votre entreprise, vous avez peut-être un code d'éthique ou un code de déontologie. Et c'est un code qui est écrit pour, on dit pour le bonheur des gens. Disons que c'est un ensemble particulier de règles de conduite. Autrement dit, jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où la conscience est élastique. Là, on n'est pas, on peut voir ce qui se passe à la commission Charbonneau. Un manque à l'éthique, c'est d'aller trop loin. Alors qu'on voit qu'il y en a qui ont fait des manquements à l'éthique sans vouloir les juger. Ensuite, le mot protocole, si vous entendez le mot protocole, mais on a une bonne idée que ça se passe avec des organismes gouvernementaux. Ça serait quoi? Bon, on parle du protocole téléphonique parce qu'il y a un ordre à suivre dans le protocole téléphonique, protocole qui est souvent offert par les manufacturiers des téléphones ou des produits. Et le protocole gouvernemental est plus rigide que les règles d'étiquette. Alors, les règles du protocole, mais on voit que les 3 ont le mot respect. Si on parle d'étiquette, on peut résumer ça par une façon de faire les choses avec respect. Le mot protocole, c'est aussi avec respect, faire les choses avec respect, mais plus à un niveau diplomatique, hiérarchique. Et l'éthique, c'est la raison de faire les choses avec respect. Donc, pour résumer tout ça, qu'est-ce qui compte en affaires? Et ça vaut pour tout le monde, pas juste pour vous autres. C'est vos connaissances et la façon avec laquelle vous communiquez ces connaissances-là. La façon avec laquelle vous vendez. Vous vendez aux clients quand vous répondez au téléphone. Quand vous allez vous engager dans une entreprise, vous vous vendez aussi. Donc, c'est cette façon-là. Maintenant, on va regarder le petit test ici. On va le faire ensemble. Bon, le téléphone, on va voir les statistiques tout à l'heure. Vous allez voir comment la voix compte au téléphone. Bon, votre voix donne-t-elle une bonne image au téléphone? Et j'aimerais ça là, que vous m'écriviez, par exemple, Cynthia, Daniel, Isabelle, on va en prendre 3. Votre voix, là, est-ce que vous êtes consciente de la qualité de votre voix? Alors, je vois que Daniel est en train d'écrire.
Isabelle me dit oui. Je crois que oui. Est-ce que les gens vous ont déjà dit ah, t'as une belle voix au téléphone? On vous l'indique, on me l'indique. Daniel me dit oui parce qu'on me l'indique. Alors, c'est un bon indicateur, ça, quand les gens nous disent ah, mon Dieu, la voix, c'est trompeur ou ah, mon Dieu, vous avez une belle voix au téléphone, vous avez une voix, ça donne le moral quand on vous parle. Alors, peu importe les compliments qu'on vous fait, un ton jovial est important dans le service. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les interlocuteurs de cultures différentes? Les gens qui viennent d'une autre culture, est-ce que vous, vous êtes à l'aise? Est-ce que vous ne savez pas trop comment leur parler? Est-ce que vous avez de la facilité avec les noms? Alors, bon, il y a quelqu'un qui me dit Marie-Lou, j'ai de la difficulté à bien comprendre. Et quand on a de la difficulté à bien comprendre comme ça, des fois, on va s'énerver, puis on va dire, on va s'énerver, puis on va perdre un peu le contrôle, le, on va perdre les moyens, si vous voulez, parce qu'on sait qu'on a de la difficulté à bien comprendre, à bien entendre, et ça dépend de la langue, évidemment. On va y revenir à ça un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens d'une culture différente quand on a un message à prendre et on n'est pas sûr qu'on a bien entendu? Alors, on va revenir à cette partie-là. Excusez. Alors, on va parler ici de combien de temps disposez-vous pour faire une bonne impression au téléphone? A, B ou C? Alors, on me dit 5 secondes. 5 secondes. Marie-Lou a écrit ça, quand on a de la difficulté à entendre et qu'on fait répéter trop souvent, ça rend l'interlocuteur impatient. Vous avez raison. On va voir dans l'ordre, il y a 4 façons de faire. Dans l'ordre, pour pas justement que l'interlocuteur devienne impatient. Alors, on va voir ça un petit peu plus tard. Alors, la réponse, c'est 5 secondes. Ça se joue à l'intérieur de 5 secondes. Maintenant, qu'est-ce que le client entend quand il vous appelle? Qu'est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il entend le dérangement? Est-ce qu'il entend qu'il vous dérange? Est-ce qu'il entend que vous êtes préoccupé? Il entend le ton de la voix, mais en arrière de ça, qu'est-ce que ça dit? Vous êtes dans votre bulle, là, puis vous êtes en train de faire un travail, parce qu'il y en a qui travaillent à l'ordinateur aussi, qui sont concentrés. Puis là, le téléphone sonne. Vous répondez mécaniquement. C'est sûr qu'Isabelle, qui ne devrait pas ressentir que, que ça nous dérange la sonnerie du téléphone. Mais comme on le fait mécaniquement, ça peut arriver qu'il l'entende. Je vais vous donner un truc pour pas que ça se produise. Alors, quand Marilou me dit, je travaille dans un endroit paisible et même quand le téléphone, j'essaie de me concentrer pour bien répondre. D'accord. Je vais vous donner un truc pour bien réussir à chaque fois que vous répondez à votre téléphone, même si vous êtes occupé. Super occupé et concentré. Je vais vous donner un truc aussi pour que quand les gens vous appellent et qui sont insatisfaits, impolis, qui ont une plainte à formuler, pour pas que vous vous laissiez atteindre, pour pas que vous deveniez émotive. Parce qu'on le sait que ça se passe. Hein? On le sait que ça peut arriver des gens qui nous
qui nous presse le bouton là, pour qu'on devienne émotif. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Première chose à faire, arrêter le petit hamster qui tourne dans la tête, il faut l'arrêter. On est concentré, on a un téléphone qui sonne, et ça prend une fraction de seconde, c'est pas long. On se met en mode arrêt. On y pense, on se met en mode arrêt. On accroche un sourire et on répond. Maintenant, si vous dites, moi, je suis pas, je réponds comme ça, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça donne, ma voix au téléphone. Qu'est-ce que les gens entendent? Est-ce qu'ils entendent qu'ils vont déranger ou non? Donc, si vous n'êtes pas certaine de ça, il y a des petits signes que vous pouvez mettre à côté de votre téléphone ou sur votre bureau. Ça peut être un petit stop, là, vous savez, les signes d'arrêt qu'on voit sur les rues, au coin des rues. Donc, allez sur Internet, imprimez un petit signe, puis mettez-le à côté de votre téléphone. Tu sais, arrêt, stop, là, arrêt. Ça veut dire arrête de ton petit hamster, accroche un sourire et réponds au téléphone. Alors, la plupart du temps, quand on se fait rentrer dans nos émotions, c'est qu'on n'est pas prête à entendre des gens qui sont pas de bonne humeur ou qui sont fâchés. On n'est pas prêt à ça. Donc, la raison pour laquelle on devient émotif, c'est qu'on reçoit tout. Parce que ça nous prend par surprise. Tandis que si on a arrêté notre hamster, qu'on donne de l'importance à la personne qui appelle, qu'on est entièrement à son écoute, puis qu'on est conscient que ça peut arriver. Donc, à ce moment-là, les gens vont le ressentir aussi. C'est tout un métier, hein, d'être réceptionniste. C'est tout un métier. Hein. Il y a une personne qui m'a dit, moi, c'est de communiquer, puis c'est de contact avec les gens. Bien, vous êtes au bon endroit si c'est ça. C'est la principale qualité d'une personne qui répond au téléphone, aimer le public, aimer les gens. Donc, alors notre 5 secondes, il est important. Puis tout ça, ce que je viens de vous dire, là, ça joue dans 5 secondes. Connaissez-vous des mots magiques à utiliser au téléphone? Alors, vous pouvez me les écrire, là. Tout le monde qui ont des mots magiques, là. Des mots qui apaisent les gens, qui rendent les gens de bonne humeur. Qu'est-ce que vous utilisez, vous autres, comme mots magiques? Puis des mots magiques, c'est des mots qu'on utilise tous les jours, mais qui exercent une certaine magie dans la tête des gens. Je vois qu'il y a plusieurs personnes. Comment puis-je vous aider? Oui. Ça pourrait être ça. Comment puis-je vous aider? Vous savez, quand on répond au téléphone, le premier mot qu'on dit, c'est sûr qu'on nomme le nom de l'entreprise. Et ensuite, on va dire quoi? On va dire bonjour. Hein? Entreprise ABC, bonjour. Hein? On va dire le mot bonjour. Bonjour, on peut le dire avant ou après le nom de l'entreprise. Ça, on va le décider à la phonétique. Mais la plupart du temps, on le dit après. Merci de votre appel. Alors, bonjour, merci, au plaisir, au revoir. Alors, ce sont des mots qui sont des mots magiques. Maintenant, on va regarder le mot bonjour. Qu'est-ce que ça signifie le mot bonjour pour les gens? D'abord, si une personne appelle puis qu'elle est en fusil puis qu'elle veut japper un petit peu fort, quand vous répondez un beau bonjour, ben, ça veut dire bonne journée. Alors, la personne qui avait l'intention d'être brute avec vous ou brutale dans ses paroles va s'amoindrir un petit peu parce que vous venez de lui souhaiter une bonne journée. Le mot bonjour, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, c'est la première impression qu'on va avoir de l'entreprise au complet quand vous répondez au téléphone. Le mot bonjour
ouvre une communication. La communication, ça s'ouvre chez vous. Le dossier s'ouvre chez vous. Ensuite, il va y avoir une trajectoire à suivre avec les appels. Vous allez les acheminer vers les personnes concernées. Et à la toute fin, la personne qui est à l'intérieur du bureau va elle aussi probablement dire bonjour. Et elle va terminer, puis elle va fermer la parenthèse en disant au revoir et merci de votre visite, au revoir et merci de votre appel, merci de votre appel. Alors, le mot bonjour, vous ouvrez la communication. Ensuite, ça va s'acheminer à l'interne et ça va se finir par la personne avec qui l'appelant ou le visiteur a parlé. C'est la même chose pour les personnes qui sont à l'accueil physique. Quand vous les voyez, vous leur dites bonjour. Donc, ce que ça fait, c'est que ça ouvre la porte. Alors, c'est important d'ouvrir la communication et c'est important de la fermer aussi. Alors, qu'est-ce que vous dites pour terminer un appel? Vous savez, le bonjour, c'est la première impression. Les gens vont se souvenir de la première impression. Hein? On dit on n'a jamais de deuxième chance pour faire une bonne première impression. La dernière impression, qu'est-ce que c'est? La dernière impression, c'est quel mot vous allez utiliser pour terminer votre appel. Alors, merci et bonne journée. Merci de votre appel. Et ça termine l'appel. Ça termine, ça clôt la communication et ça fait plus que ça. C'est la dernière impression qui va rester incrustée et ça va préparer à une prochaine fois. Les gens, dans leur tête, quand ils vont vouloir appeler votre entreprise, vont dire, sans y penser, c'est agréable quand on appelle là. Et je pense que tout le monde voudrait qu'on pense ça d'eux autres. Maintenant, quel pourcentage des appels est réglé immédiatement? Ça, c'est une moyenne canadienne. Est-ce que c'est 74, 43 ou 25%? Alors, les réponses sont toujours pas mal partagées. La moyenne canadienne, ça ne veut pas dire que chez vous, c'est ça, mais la moyenne canadienne, c'est 25%. Et beaucoup de gens sont surpris de ça. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est 25%? Les gens vous appellent. Vous êtes en première ligne. Ils vont vouloir parler à une personne à l'interne. Vous prenez le message ou vous les dirigez dans la boîte vocale. Les gens à l'interne ne font pas leur travail et ne retournent pas leurs appels rapidement. Les gens vont vous rappeler et vont vous dire « Avez-vous donné mon message à monsieur ou madame Untel? Ils ne m'ont pas rappelé. » Alors, si tout le monde faisait son ouvrage correctement, les gens appelleraient majoritairement une seule fois. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, 25%, c'est pas beaucoup parce qu'il y a des gens en interne qui font pas leur travail. Et quand ils font pas leur travail, ça va surcharger vos lignes téléphoniques à vous autres. Alors, il y a des entreprises qui ont une politique de changer les messages dans les boîtes vocales 2 fois par jour et c'est excellent. La personne à l'interne, je vais vous parler par exemple d'un représentant ou d'un conseiller, peu importe. S'il dit dans son message avant-midi, de l'avant-midi, bonjour, mon nom est nanana, désolé, je suis absent de mon bureau jusqu'à midi. Laissez vos coordonnées, je vous rappelle en début d'après-midi. L'après-midi, il change ses messages et il dit « Bonjour, je suis absent de mon bureau en réunion. De retour à mon bureau à 15 heures, je vous rappelle en fin de journée. » Si les gens faisaient ça, pensez-vous que
les clients ou les appelants rappelleraient? Non. Vous savez, ce qui est important quand on est au téléphone, c'est de situer les gens. Si le patron vous dit je suis en réunion jusqu'à 11 heures. Quand la personne appelle, vous allez dire monsieur un tel ou madame une telle est en réunion jusqu'à 11 heures. Voulez-vous laisser un message? Et si vous avez comme façon de faire des référés dans la boîte vocale, vous allez dire ceci. Je vous invite à laisser un message dans sa boîte vocale et il retourne tous ses appels. Je vous invite à laisser un message. Parce que si vous dites rien, les gens vont appeler, vous allez dire je vous transfère. D'abord, on ne dit pas ça. On va travailler beaucoup avec les mots. Hein. Vous allez dire je vous transfère ou je vous communique à sa boîte vocale. Et là, la personne où vous dites rien, il y en a qui disent rien, puis on se ramasse dans la boîte vocale. Là, il y a des gens qui vont appeler et qui vont dire ben, je veux y parler à lui, je ne veux pas parler à sa boîte vocale. Donc, vous voyez, les gens vont vous rappeler pour la même raison. Ils vont vous rappeler une fois, deux fois, trois fois. Donc, c'est pour ça que c'est important quand les gens appellent de les situer. Puis pour ça, vous avez besoin de la collaboration à l'interne. À quelle heure on revient dîner? Est-ce qu'on est en réunion? Est-ce qu'on revient au bureau aujourd'hui? Est-ce que vous avez accès à l'agenda ou du moins des gens qui sont les plus visités à votre bureau? Est-ce que l'adjointe peut collaborer avec vous? Donc, ce qui est important, c'est d'être au courant de l'agenda et de toujours situer les gens. Ça, je vais y revenir un petit peu plus tard là-dessus parce que c'est super important. Maintenant, quand devez-vous sourire quand vous répondez au téléphone? Juste à la fin, si ça s'est bien passé, ou au début? Alors, tout le temps. Tout le temps sourire. Moi, les seules entreprises auxquelles je dis de ne pas sourire quand ils répondent au téléphone, c'est les maisons funéraires ou les centres d'assistance juridique. Même les hôpitaux. Alors, on va prendre dans ce temps-là un ton neutre. Mais dans le cas où on rend un service, où on est une entreprise de manufacture ou de service à la clientèle, on va utiliser le sourire en tout temps. Maintenant, est-ce que le client a toujours raison? Est-ce que le client a toujours raison? Oui, le client a toujours raison? Non, mais il ne doit pas le savoir. J'attends qu'il y en a qui sont en train d'écrire. Oui, mais avec modération. Oui. Alors, c'est Jean-Marc Chaput, dans ses conférences, il y a plusieurs années, qui a dit le client, il a-tu toujours raison? Votre rôle à vous, ça consiste à trouver la raison pour laquelle il pense qu'il a raison. Et je vais vous dire que le client n'a pas toujours raison. Mais l'important, c'est de trouver la raison pour laquelle il pense qu'il a raison. Et comment vous allez faire ça? C'est en posant des questions. Maintenant, c'est sûr, vous dites non, mais on doit l'aider à l'éclairer. Alors, c'est en posant des questions. Puis, vous allez voir que la plupart du temps, si les gens sont mécontents, c'est à peu près toujours pour les mêmes raisons. Soit qu'il y a eu une erreur, soit que la livraison est trop longue, soit que il y a eu la mauvaise information. Alors, c'est pas mal toujours la même chose. Ou soit qu'il a acheté un produit et que ça s'est brisé en cours de route ou que ça ne fonctionne pas à son goût. Alors, à ce moment-là, vous allez apprendre à poser des questions pour désamorcer la bombe. Maintenant,
Quand devez-vous raccrocher le téléphone? A, B ou C? Si quelqu'un appelle et est fâché, alors on me répond A. Marie-Lou me répond A. Jamais. Jamais. Isabelle me répond jamais. Jamais. Alors, on devrait jamais raccrocher la ligne. On ne devrait jamais raccrocher le téléphone. Marie-Lou me dit, toutefois, je lui mentionne que je vais raccrocher. Il y a des patrons qui vont dire aux personnes qui travaillent au téléphone, laissez-vous pas insulter, laissez-vous pas sacrer après. À ce moment-là, informez la personne que vous avez raccroché, que vous allez raccrocher. Et moi, j'aime beaucoup plus quand on dit je vais pas raccrocher, je vais désamorcer. Alors, comment on va désamorcer? On va voir ça. C'est avec les paroles qu'on va utiliser et c'est avec l'intensité ou le volume de notre voix. Moi, je vous dis, Marie-Lou, vous le prendrez comme un jeu si vous voulez. J'espère que ça ne se produit pas souvent, là. Mais c'est en répondant à des téléphones comme ça à la longue qu'on devient vraiment expert là-dedans. Et on a la satisfaction de jamais raccrocher à une personne qui est en colère et agressive. Parce que ça vient nous chercher hein, quand la personne est comme ça. Puis quand on raccroche, c'est pas un geste naturel, c'est pas un geste de paix, c'est on raccroche parce qu'on n'en peut plus. Là. Alors, il y a des phrases à dire. On va travailler là-dessus. Quand devez-vous offrir de l'aide au téléphone? Jamais, toujours ou seulement si vous avez le temps. Alors, on me dit toujours, offrir de l'aide, toujours. Seulement si on a le temps, à ce moment-là, c'est comme... il y a des gens qui vont y penser des fois, puis d'autres fois qui n'y penseront pas. Donc, ça va donner un service, une qualité de service inégale. Donc, à ce moment-là, B, toujours offrir de l'aide au téléphone. Quand devez-vous mentir à une personne qui appelle? Jamais. Quand le patron vous le demande ou lorsque vous ne savez pas la réponse. Jamais. Alors, la réponse, c'est, je pourrais vous dire, moi, quand le patron me demande. C'est pas le gros mensonge, mais si le patron vous dit, je prends pas de téléphone aujourd'hui, dites que je suis absent du bureau. Ou je prends pas de téléphone pendant 2 heures, dites que je suis absent du bureau. Donc, c'est un petit mensonge, mais c'est pas grave, c'est le patron qui le demande. Maintenant, comptez un vrai mensonge pour dire votre commande est partie ou le chèque est dans le mal. Ça, c'est un vrai mensonge. On a entendu ça souvent. Ah, c'est payé, le chèque est parti. Alors, ça, c'est un vrai mensonge. Mais de dire le patron est pas à son bureau aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait vous rappeler? Ça, si vous l'a demandé, c'est pas considéré comme un mensonge. Donc, c'est un mensonge pieux qu'on appelle. Maintenant, pouvez-vous me définir le rôle d'une réceptionniste? Votre rôle à vous autres, en quoi ça consiste? Alors, vous pouvez m'écrire. En quoi ça consiste le rôle d'une réceptionniste? Répondre au téléphone, diriger les visiteurs, accueillir les visiteurs, ensuite alors, Marie-Lou dit, je reçois les appels, les visiteurs, je réponds aux exigences des supérieurs. Ça, c'est ce qu'on appelle les autres tâches connexes.
répondre adéquatement aux besoins de la clientèle. Sans moi, l'entreprise serait un chaos, vraiment. Alors, à chacun, hein, le rôle est important. Donc, c'est pas mal ce que j'ai nommé puis ce que vous avez écrit aussi. Donc, les compétences nécessaires pour être une réceptionniste efficace. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Les compétences nécessaires pour être une réceptionniste efficace. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, la compétence nécessaire, c'est d'aimer les gens, aimer le public. Bon, alors, Isabelle l'écrit, aimer le public, être organisé, être flexible. Si on vient nous demander de faire une tâche et qu'on est super occupé, c'est d'être flexible, des fois de mettre certaines choses de côté pour pouvoir répondre au plus pressé. Être souriant, c'est une bonne réponse. Donc, c'est en gros les principales compétences pour être une bonne réceptionniste. Récemment, j'ai donné une formation comme celle-là, où je demande aux gens, vous savez, la première question que je vous ai posée, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? Et une personne m'a répondu, ben moi, c'est de travailler à l'ordinateur, puis de composer des textes, puis de faire de la saisie de données. Qu'est-ce que vous aimez le moins? On m'a répondu le téléphone. Donc, je pense qu'il y avait un problème, là, hein? Quand on est au poste de réceptionniste, il faut aimer pouvoir répondre aux gens. Si c'est pas naturel chez nous, si c'est pas dans notre personnalité, il faut travailler à le développer. Alors, on me dit être souriant, on me dit la diplomatie, la courtoisie, l'entre-gens, à l'écoute, avoir les connaissances du milieu, ça c'est sûr. Avoir les connaissances du milieu, c'est super important. Maintenant, qu'est-ce qui embête le plus les gens au téléphone? Qu'est-ce qui vous embête le plus devant les gens, par exemple, ou au téléphone et au téléphone? Qu'est-ce qui vous embête le plus? Qu'est-ce qui vous énerve le plus? Qu'est-ce qui vous embête le plus? Le manque de respect des gens? Le manque de respect. Trouvez-vous que ça s'est dégradé avec les années? Alors, Marie-Lou me dit, quelqu'un qui attend devant mon bureau pendant que je suis au téléphone, ça, on va en parler, là, ça s'en vient dans 2 minutes. Joanie me dit se faire insulter et Marie-Lou me dit oui, ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé, le monde manque de plus en plus de respect. Il faut dire qu'il y a des entreprises aussi qui ont aidé à la dégradation. Hein, si on appelle, je vais vous donner un exemple. À un moment donné, la semaine dernière, je décide d'annuler une assurance paiement sur une carte de crédit. J'appelle l'institution financière. On me dit que le temps d'attente en partant est de 18 minutes. D'abord, c'était très difficile à trouver le bon numéro de téléphone. Le numéro qu'il y avait sur le compte relié à l'assurance n'était pas le bon. Et rendu au service de carte de crédit, on m'a dit, je vais acheminer votre appel à l'assurance. Donc, déjà là. Et c'est là qu'on me dit, il y a un délai de 18 minutes. La personne qui m'a répondu au téléphone a fait de son mieux, mais avait eu comme mission de m'encourager à ne pas annuler.
C'est sûr que dans sa formation, il avait été on avait insisté fortement sur le fait que quand les clients appellent, ils ne devraient pas annuler. Et moi, j'avais décidé d'annuler. Et la personne m'a relu les avantages d'avoir une assurance paiement. Et je lui ai dit que je ne voulais pas l'entendre parce que j'avais décidé d'annuler. Alors, sa façon de continuer, c'est un manque de respect. Ça a été, je pense qu'en tout, là, ce téléphone-là m'a pris 45 minutes en tout. Alors, qu'est-ce qui vous embête le plus quand les gens vous appellent? Est-ce que les gens qui vous appellent sont obligés de prévoir une période de temps pour pouvoir arriver à une décision? C'est ça aussi, hein? Quand on appelle certaines entreprises, on se dit, ben, si j'appelle mon fournisseur de ligne Internet, ça me prend au moins 1 heure devant moi. Si j'appelle une institution financière pour une telle chose, ça me prend au moins tant de temps. Mais ça s'est vraiment dégradé dans l'entreprise. Alors, quand vous dites qu'est-ce qui m'embête, c'est bon, le manque de respect, quelqu'un qui attend devant mon bureau quand je suis au téléphone, me faire insulter, alors le manque de respect encore une fois. Pourquoi vous pensez que ça vous embête, ces situations-là? Comment vous vous sentez quand vous vivez ça? Comment vous vous sentez? J'attends votre réponse. Pas très bien. Ça nous rentre dans le plexus solaire, hein? Ça vient comme nous faire une boule dans l'estomac. Ah, on se sent mal. Puis le soir, ben, si vous n'êtes pas débarrassé de ça, le soir, vous repartez chez vous, puis vous avez encore cette boule-là. Le lendemain, c'est moins pire, puis le jour d'après, c'est moins pire. Donc, verbalement, on ne peut pas se défendre verbalement. On peut se préparer, par exemple, à réagir autrement. Et souvent, vous avez raison, Isabelle, souvent, ce n'est pas de votre faute. Mais comme vous êtes la première personne à répondre, on va se défouler sur vous. Puis rendu à, quand on parle à la personne en question, qui est responsable du service à la clientèle, ben là, les appelants sont plus doux. On dirait que toute leur fiel a été déversé sur vous. Donc, on dit, je suis sensible, donc ça vient déranger mes émotions. Hein? Ça vient déranger. Alors, moi, je vais vous donner, je vous ai parlé ce matin, puis un petit peu plus tôt, c'est-à-dire de la façon qu'on devrait arrêter le petit hamster de tourner. Et vous allez voir que ça va fonctionner, ça va adoucir le dérangement dans certains cas comme ça. Là. Quand vous prenez votre temps d'arrêt, prenez une respiration avant de répondre. Même si ça peut être quelqu'un qui est de bonne humeur, ça peut être quelqu'un qui vous pose une question, vous avez l'habitude, mais vous ne savez pas quand les gens sont fâchés, quand est-ce qu'ils vont atterrir dans votre téléphone, par exemple. Hein? Vous ne savez pas. Donc, à ce moment-là, prenez les précautions nécessaires. Donc, le temps d'arrêt, une respiration, ça, vous pouvez prendre votre temps d'arrêt pendant votre respiration et votre sourire. Puis vous dites un beau bonjour, mais un bonjour pas mécanique, un bonjour ressenti. Il y a une façon de le dire. Donc, on va voir ça un petit peu plus loin, comment on va le dire. Maintenant, on va aller voir, pour répondre tout à l'heure aux commentaires que j'ai eus, là, quelqu'un qui envahit votre bureau pendant que vous êtes au téléphone. Ça vous rentre dedans, comme on dit. Mais comment on peut traiter une situation comme ça? Moi, je sais que ça se passe beaucoup. J'ai travaillé dans des bureaux déjà. Hein? Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. J'ai travaillé comme commis de bureau, j'ai travaillé comme réceptionniste, j'ai continué mes études le soir.
Je suis devenue assistante du président. J'ai parti mon entreprise en 82 et je sais comment ça se passe dans les bureaux, puis ça n'a pas changé. Puis ça se détériore, d'après moi. C'est-à-dire ça n'a pas changé. Ça se détériore parce que les gens sont de plus en plus impolis. Et c'est un manque de respect, ça. Pour la personne qui se plante devant votre bureau pendant que vous êtes au téléphone. D'abord, la plupart, vous travaillez avec des casques téléphoniques et on ne sait pas si vous parlez ou non. Hein? Donc, vous utilisez le langage des signes pour dire aux gens, je suis au téléphone, hein, vous avez votre téléphone. Alors, supposons que c'est votre casque, puis vous dites, je suis au téléphone. Ou encore une minute. Hein? On utilise le langage des signes comme ça. Par contre, il y a des gens qui ne comprennent pas, quand vous êtes au téléphone, que c'est indiscret de rester là. J'aime pas la mise en attente. Les gens n'aiment pas la mise en attente. Mais, quand il faut, il faut. Alors, je vais vous suggérer, dans une situation comme ça, de mettre l'appel en attente, de dire à la personne que vous avez au bout de la ligne. Puis, on va utiliser un mot magique qui fonctionne dans beaucoup de cas. Alors, si vous permettez, je vais mettre l'appel en attente et je vous reviens tout de suite. Alors, si vous permettez, entrez ça dans votre vocabulaire avec bonjour, merci, au revoir, etc. Puis-je, me permettez-vous, ou si, permettez-moi. Alors, dans ce cas-ci, vous allez parler à la personne qui est au téléphone. Si vous permettez, je vous mets en attente et je vous reviens tout de suite. Je vous mets en attente et je vous reviens tout de suite. Dites à la personne qui est devant vous. Si tu permets, je termine mon appel et je te fais signe quand j'ai terminé. Ou si tu permets, pourrais-tu revenir quand j'aurai terminé? Ou pourrez-vous revenir quand j'aurai terminé? Ou me permettez-vous de terminer mon appel? Et souvent, les gens à qui vous avez dit ça, vous ne les reverrez pas. Ils ne reviendront pas parce que finalement, ce n'était pas si important que ça. Donc, la phrase à dire à la personne qui est au téléphone, si vous permettez, je vais vous mettre en attente et je vous reviens tout de suite. Parce que la personne qui est au téléphone, elle a entendu le dérangement. Elle a entendu qu'il y avait quelqu'un qui attirait votre attention. Même si vous dites, ah bon, je ne regarde pas la personne qui est devant moi, là, je fais comme si elle n'était pas là. Non, ça s'est entendu. C'est sûr que la personne a entendu que vous étiez plus tout à son écoute. Alors, à ce moment-là, il vaut mieux mettre l'appel en attente, et de dire à la personne qui est devant vous, si vous permettez, je termine mon appel et je vous fais signe quand j'ai fini. Ça peut être ça. Puis, c'est toujours les mêmes qui font ça. Maintenant, dites-vous que si vous le faites à d'autres, malgré que la réceptionniste n'a pas long de corde, souvent, si vous le faites à d'autres, ça peut arriver que vous le fassiez faire à vous aussi. Donc, il faudrait voir comment vous le faites. Maintenant, les bruits. Êtes-vous consciente des bruits aux alentours de votre bureau? Les bruits alentours de votre bureau. Les bruits alentours du bureau. Qu'est-ce qu'on entend quand on appelle chez vous? On entend, bon, des fois, alentour de votre bureau, il y a le télécopieur, il y a la photocopieuse, il y a une timbreuse, je ne sais pas si ça existe encore, en tout cas. Il y a l'endroit où les messages sont déposés, les gens vont et viennent chercher leurs messages. Qu'est-ce qu'on entend? On entend des collègues qui jasent, qui rient, qui ont du fun, qui s'amusent, puis la personne qui appelle, elle entend ça. Puis si elle appelle pour une plainte, elle va dire, ils peuvent bien pas donner de service, ils se pognent le beigne, puis ils ont du fun, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne travaillent pas. Bon, comment ça va être interprété par les gens? Comment, puis pas les gens seulement au téléphone, les visiteurs qui arrivent. Qu'est-ce qu'ils vont penser d'entendre des gens parler ensemble de la dernière émission de télévision ou des résultats de telle ou telle chose? Donc, c'est pas une place. Puis le bureau de la réceptionniste, souvent, c'est une place pour aller placoter. Hein? Donc, ça ne devrait pas être comme ça.
Qu'est-ce que les gens entendent? Qu'est-ce qu'ils voient? Quand on entre dans votre bureau, là, je vais parler de la visite réelle, là, de l'accueil physique. Quand on entre dans votre bureau, les 5 sens sont sollicités. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on sent? Comment on parle? Le toucher, c'est la poignée de main. Quand les gens viennent nous accueillir, est-ce qu'ils nous donnent une petite poignée de main molle qui a l'air presque, la main a l'air presque à tomber? C'est quoi la poignée de main qu'on nous donne? Quelqu'un qui a de l'assurance, quelqu'un qui est fier de nous rencontrer? Alors, tout ça, ça entre en ligne de compte. Maintenant, les bruits, bon, on en a parlé. La senteur. Ça sent quoi quand on entre chez vous? Les gens font réchauffer des fois leur repas et la senteur se répand partout parce que la ventilation n'est pas trop bonne. On se fait livrer du poulet, ça sent le poulet, ça sent les frites. Donc, qu'est-ce que ça sent? Et les gens ne vont pas analyser pour être détestables, les gens qui vous visitent. C'est juste que ça vient déranger. Maintenant, les salutations. Les salutations, soir et matin. Est-ce que vous saluez vos collègues? Est-ce que vos collègues vous saluent? Alors, l'important, c'est quand vous entrez au bureau le matin et qu'il y a déjà des gens dans la salle d'attente. Ça peut arriver, je l'ai déjà vécu moi-même. J'étais dans une salle d'attente et là, les employés arrivent. La réceptionniste est déjà en poste à son travail. Les gens passent devant sans la regarder, comme si c'était une plante verte. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Alors, à ce moment-là, saluez-vous entre collègues quand les gens arrivent. Maintenant, les collègues qui entrent au bureau aussi puis qui longent les murs pour ne pas avoir à sourire ou à parler aux gens qui sont dans la salle d'attente. J'ai vu ça aussi. Au cas, ils demanderaient une question. Au cas, ils me dérangeraient. Je n'ai pas commencé à travailler encore. Je n'ai même pas bu mon café le matin. Là. Donc, quand vous entrez dans votre bureau et qu'il y a des gens dans la salle d'attente, c'est permis de les regarder et de leur faire un beau sourire. Donc, s'il y a des gens, des fois, qui me disent, des réceptionnistes qui m'ont dit, ben moi, il y a des patrons qui, quand ils rentrent dans le bureau, ils ne me saluent pas. Donc, je ne les salue pas. Ben moi, je vais vous dire, si ça vous arrive à vous, continuez toujours à saluer la personne. Un bon matin, si vous voulez faire un test, dites-le pas. Un bon matin. Et la personne va s'arrêter et elle va dire, ça va pas le matin? Par contre, elle ne vous dit pas bonjour. Mais saluez, arrêtez pas, donnez pas à la personne qui ne vous salue pas un pouvoir qu'elle ne devrait pas avoir sur vous. Entrez pas dans son jeu. C'est un manque de respect de ne pas saluer. Si c'est vous qui ne saluez pas, vous manquez de respect envers les collègues, et si c'est le contraire, il manque de respect envers vous. Donc, souvenez-vous, la règle d'or, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, c'est souvenez-vous de traiter les autres de la façon dont vous aimez être traité. Il n'y a rien de plus simple que ça. Maintenant, les conversations personnelles. J'en ai parlé tout à l'heure, ça peut être parler de la dernière émission de télévision. Ou encore, vous voyez passer quelqu'un, puis il y a une collègue qui est avec vous, vous parlez souvent, puis vous connaissez bien, puis vous dites, hey, l'as-tu vu un matin, t'as-tu vu sa coiffure, qu'est-ce que ça a l'air? Ou t'as-tu vu comment elle est habillée? Là, il y a du monde dans la salle d'attente qui entend ça. Là. Puis la personne, elle dit, ben, écoute, quand je vais sortir d'ici, on va m'évaluer aussi. Donc, as-tu vu Tipit, comment elle est habillée? Donc, des sobriquets, c'est ça. Les sobriquets, c'est des noms qu'on va donner aux gens. Donc, évitez. Évitez des parfums trop forts. Je sais que c'est un problème, le parfum, dans beaucoup d'entreprises.
Alors, je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on sent quand on entre chez vous? Si quand on entre à votre bureau, ça sent le comptoir de parfum de l'abbé, là, il y a un problème. D'abord, c'est une des principales sources d'absentéisme dans les bureaux. Les parfums contiennent des poisons qui ne sont pas identifiés, au même titre qu'une cigarette, si vous voulez. Et ça cause beaucoup de conjonctivite, de sinusite, de toux, de mal de gorge, etc. Donc, parfum trop fort, non. C'est pas agréable. De aérosol aussi, si vous voulez rafraîchir l'air. L'aérosol, des fois, des senteurs mélangées de poussière d'aérosol, ça peut donner un mélange qui est assez nocif. De toute façon, c'est pas excellent pour la santé. Donc, peut-être trouver des moyens différents d'aérer le bureau pour que l'air sente frais. Le respect de la confidentialité. Les conversations inutiles près du bureau de la réception, j'en ai parlé. Si vous êtes dans une grande ville, à Montréal, on a le métro. Donc, moi, j'ai été un bout de temps à prendre le métro à l'heure de pointe le soir. Peut-être 2 ans. Et j'ai jamais entendu des employés parler en bien de leurs collègues ou de leur patron. Jamais. Alors, imaginez-vous là, que vous partez du bureau, quelqu'un vous a agressé verbalement, vous avez une boule dans l'estomac, vous en allez chez vous avec des copines, des collègues ou des collègues, puis vous parlez du bureau encore, puis là, vous parlez contre les gens. Donc, ça fait grossir la boule, puis là, vous arrivez chez vous le soir, puis vous êtes stressé. Ça va pas être la même chose en autobus. Alors, si vous êtes en région, peut-être que vous prenez plus l'autobus. À l'ascenseur aussi, j'ai entendu des gens parler contre les autres. Au restaurant, si vous allez manger au restaurant avec des collègues, puis vous parlez contre une telle, une telle, une telle, on ne devrait pas faire ça d'abord, ça nuit à la digestion. Puis, qu'est-ce qui va vous entendre alentour? Hein? Si vous travaillez dans une institution financière, puis vous parlez du garage du coin qui va devoir fermer ses portes, ben la serveuse, peut-être qu'elle connaît le garage du coin, peut-être qu'il y a des employés du garage du coin. Donc, il faut avoir beaucoup de discrétion et de respecter la confidentialité. Donc, le mieux, c'est de se trouver des sujets de conversation qui nuiront pas à personne, ni à l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ni aux gens de qui vous auriez l'intention de parler. Alors, tout ça, c'est à prendre en considération quand vous travaillez avec les gens. Donc, maintenant, on va voir un peu quelques règles de politesse envers les supérieurs, puis comment faire les présentations si jamais ça se présente dans l'exercice de vos fonctions, puis vous avez à présenter les gens. On va faire une mise en situation ici. Donc, vous êtes en présence d'un nouveau collègue, hein, une nouvelle personne qui arrive travailler dans l'entreprise, et un directeur passe par là, puis vous devez les présenter, vous ne savez pas trop comment faire. Qui vous allez nommer en premier lieu? Le collègue ou le directeur? Alors, les gens répondent le directeur. Vous avez raison. J'ai 3 réponses. Donc, vous avez raison, c'est le directeur. Maintenant, ça m'amène à vous dire que en affaires, il y a des règles d'étiquette qui sont différentes un peu des règles d'étiquette sociale. Quand j'allais au couvent, ça vous donne une idée de mon âge, quand j'allais au couvent, ce qu'on nous enseignait, c'était l'étiquette sociale. L'étiquette sociale nous disait, quand on fait les présentations, on va nommer en premier lieu les notables, ceux qui ont des titres. Hein? Puis on avait le clergé, on avait les premiers ministres, ministres, clergés, notaires, avocats. En tout cas, ceux qui ont des titres, on va les nommer en premier lieu. Ensuite, les personnes âgées, les femmes, les hommes et les enfants. En affaires, la règle dit le genre n'a aucune importance.
c'est la hiérarchie qui compte. Donc, monsieur le directeur est plus élevé en hiérarchie que le nouveau collègue. Donc, on va dire, monsieur le directeur, je vous présente Marc, un nouveau collègue qui va travailler dans tel ou tel département. On va les mettre en contexte. Maintenant, vous avez un client ou un visiteur, puis vous devez les présenter soit à un directeur ou à un collègue qui vous allez nommer en premier lieu dans ce cas-là. Le client ou le directeur? On me dit le client, on me dit le directeur. Alors, le client, c'est l'exception qui confirme la règle dans les présentations d'affaires. Le client est plus élevé en hiérarchie que n'importe quel président d'entreprise. Pensez que s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de travail. Il n'y en a pas d'entreprise, puis vous n'avez pas de travail. Donc, le client, puis moi, je traite toujours le visiteur, soit la personne qui vient de l'externe, comme un client. Je lui donne tout le respect que je peux lui donner en le valorisant puis en le nommant en premier lieu. Donc, monsieur ou madame client, je vous présente monsieur ou madame directeur, directrice ou collègue. Maintenant, vous présentez votre conjoint à votre patron. Comment vous allez le faire? Wow, vous êtes allé magasiner, puis vous êtes avec votre conjoint, puis vous rencontrez le patron. Qui vous allez nommer en premier lieu? Le conjoint ou le patron? Oui, le patron, parce que vous vous rencontrez en dehors du travail, mais c'est votre patron. Donc, c'est l'étiquette des affaires qui s'applique. Alors, monsieur patron, je vous présente mon conjoint. Maintenant, quand vous présentez les gens, je viens de dire la formule qui est très simple. Lors des formules de présentation, monsieur un tel, je vous présente monsieur un tel. Madame une telle, je vous présente monsieur un tel ou madame une telle. Et quand on va nommer le suffixe madame ou monsieur pour une personne, on va le nommer pour l'autre. Par exemple, monsieur directeur, je vous présente monsieur collègue qui va. Maintenant, chez vous, dans votre entreprise, est-ce qu'on utilise les prénoms? C'est quoi la règle? Est-ce qu'il y a une règle qui est écrite? Est-ce qu'il y a une règle qui est établie concernant la familiarité entre employés, entre collègues, entre supérieurs? Donc, je ne sais pas si elle existe, mais je vous donne la règle, moi, la règle générale d'étiquette, si vous voulez. Donc, quand on fait les formules de présentation, on va dire monsieur un tel, je vous présente madame une telle. On ne fait plus de double présentation comme on faisait avant. Même en social, on ne le fait plus. Les règles se modernisent avec les temps aussi. Alors, par exemple, si on disait, avant, on disait Madame Lemoine, je vous présente Monsieur Lafleur, Monsieur Lafleur, Madame Lemoine. On ne fait plus ça. On fait une seule présentation. Et quand vous vous présentez vous-même, vous vous approchez, vous donnez la main, puis vous dites mon nom est, ou tout simplement votre prénom et votre nom. Alors, quand faites-vous une formule de présentation que vous allez utiliser à l'avenir, puis vous pouvez l'écrire pour vous en rappeler. Maintenant, qu'est-ce qu'on répond quand les gens nous présentent nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on répond? En social, on va entendre souvent « enchanté de faire votre connaissance »,« ravi de vous rencontrer ». Et en affaires, on va dire « ça me fait plaisir de vous rencontrer, monsieur ou madame une telle », puis on va répéter son nom. Parce que souvent, les gens ont tendance à oublier rapidement les noms. Alors, quand on dit, par exemple, « ça me fait plaisir de vous rencontrer, madame Lafleur », alors que les gens aiment entendre leur nom bien prononcé, évidemment, et ça leur donne une certaine énergie quand on dit leur nom. C'est pour ça qu'avec les gens qui sont impolis, quand on va en parler un peu plus loin, on va dire répétez leur nom. Hein? Dites leur nom. En cours. Dans une phrase, dites leur nom. Donc, c'est important de se souvenir de ça aussi. Maintenant, les visiteurs inattendus, les visites inattendues.
Il y a quelqu'un qui arrive à votre bureau, qui se présente devant vous, puis qui dit j'aimerais rencontrer monsieur ou madame Untel. Qu'est-ce que vous faites dans un cas comme ça? Je vais vous demander d'écrire vos réponses. Alors, Daniel dit, je vais vérifier s'il est disponible. Est-ce que vous avez rendez-vous? C'est pas mal ça qu'on fait. Hein? Marie-Lou est en train d'écrire. Je lui demande son nom et je demande à mon supérieur s'il peut le rencontrer. S'il est là, sinon je prends rendez-vous. OK. Je prends son nom et je vais voir si la personne est dispo. C'est bon. Joanie est en train d'écrire. Alors, j'attendais d'avoir la phrase de Joanie, mais je vais l'avoir. Ah, bon, à midi, les accueillir, je prends son nom et vérifie la disponibilité. Bon, oui, c'est ça qu'il y a à faire, évidemment. Mais si on demande à la personne qui arrive, elle me dit, je veux rencontrer monsieur le directeur. Si vous lui demandez, est-ce que vous avez un rendez-vous? Ce que ça signifie, entre parenthèses, là, pauvre imbécile, on ne vient pas ici sans rendez-vous. J'appelle ça accusateur. C'est pas ça qu'on veut dire, je comprends, là. Mais c'est comme ça que ça peut s'interpréter. Le cerveau nous joue des tours des fois. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on dirait à la place de est-ce que vous avez un rendez-vous? On dirait à quelle heure est votre rendez-vous? Et là, la personne va vous dire non, non, j'ai pas de rendez-vous, je passais par là, puis j'ai décidé d'arrêter le voir, j'aurais quelque chose à lui demander. Donc, à ce moment-là, vous appelez tout simplement, vous vérifiez avec l'adjointe ou avec le patron même pour voir s'il est disponible. C'est sûr. Donc, souvenez-vous de ça. Dites pas avez-vous rendez-vous. Je trouve ça accusateur. Dites plutôt à quelle heure est votre rendez-vous. Donc, on va voir, on a un lexique qu'on va voir un petit peu plus loin dans la formation. Puis vous avez ces mots-là. Donc, il va suffire tout simplement de s'en souvenir. Alors, à ce moment-là, on va vérifier avec l'adjointe ou le patron. Qu'est-ce qu'on va dire à l'adjointe ou au patron en l'informant de sa visite? J'ai déjà entendu, j'étais dans une salle d'attente, j'ai entendu la réceptionniste dire Nicole, il y a quelqu'un à la réception pour ton patron. Nicole, le rendez-vous de 15 heures est arrivé. Bien, le rendez-vous de 15 heures, il y a un nom, puis le quelqu'un, il y a un nom aussi. Ou il y a quelqu'un en bas de ton patron. Nommez le nom de la personne. Alors, Nicole, monsieur ou madame Untel, est arrivé pour son rendez-vous. Donc, quelqu'un, puis restez pas dans l'anonymat, dites le nom de la personne. Maintenant, les 3 règles, comment accueillir le client ou le visiteur en personne, il y a 3 règles. Et ce sont les mêmes règles, les mêmes 3 règles au téléphone aussi. Rapidité, courtoisie et efficacité. Rapidité, courtoisie et efficacité. N'oubliez pas ça. Donc, les attentes des visiteurs et des clients s'attendent à ça, mais ils s'attendent aussi à être pris en charge. S'ils viennent à votre bureau, c'est la même chose, et s'ils sont au téléphone, c'est la même chose. Être pris en charge, ça veut dire être dirigé dans la bonne direction, être bien informé du début de la conversation ou de la visite jusqu'au départ. En réalité, votre rôle à vous, c'est comme le rôle d'une gentille, il n'y a pas d'hommes, c'est juste des femmes,
Une gentille organisatrice de voyage. Vous êtes un géo dans un Club Med. Et comment ça se passe dans la vraie vie? Si vous ne répondez pas aux attentes, c'est un peu comme, on va supposer que vous allez en voyage, puis vous achetez votre billet. Récemment, j'ai vu à la télévision que des gens ont acheté un billet pour aller en voyage, puis sont arrivés en pleine tornade, je ne me souviens pas à quel endroit, et que l'agent de voyage n'a pas fait son travail pour les déménager dans un autre hôtel. Bien, voyez-vous, quelque chose qui avait bien commencé, c'est mal terminé. Alors, c'est une chaîne hein, dans votre bureau. Si vous commencez bien l'entretien, puis que la personne qui est à l'interne continue bien, bien, le voyage va bien se passer. Alors, votre rôle à vous, considérez-le comme un géo. Maintenant, comment on pourrait améliorer ses capacités pour assurer un accueil de qualité, que ce soit autant au téléphone qu'en personne? Dites-vous, est-ce que je suis assez rapide? Parce qu'on a parlé au début des statistiques, les gens n'aiment pas attendre, etc., etc. Est-ce que je suis assez courtoise? Est-ce que je suis efficace? La courtoisie, la politesse, la courtoisie, l'étiquette, la diplomatie, si vous voulez, étaient enseignées dans les écoles jusqu'aux années 70. Ça s'appelait la bienséance. C'était la base. Maintenant, si vous, je ne sais pas quel âge vous avez, je ne vous le demanderai pas non plus, mais vous allez vous reconnaître. Si dans les écoles, si vous êtes allé dans les écoles, disons, là, depuis je dirais, les 20 dernières années, ben, on a arrêté d'enseigner la bienséance dans les écoles. Et si vos parents vous ont montré ce qu'ils savaient, ça va, vous avez toutes ces bases-là. Mais si vos parents n'ont pas persisté à vous parler des bonnes vieilles règles parce qu'ils n'étaient pas enseignés dans les écoles, donc peut-être les parents ont dit c'est pas nécessaire, ben vous allez peut-être avoir plus de difficultés avec la courtoisie que les autres personnes qui soit sont allées dans le temps de la bienséance où la bienséance était enseignée ou que vos parents vous l'ont transmise. Vous ont transmis ces connaissances-là. Donc, il faudrait juste évaluer puis comment vous pouvez améliorer vos capacités. Efficace, c'est de vouloir rendre service autant à la personne qui appelle qu'à la personne de l'interne. Si vous avez mal compris, par exemple, le nom d'une personne, c'est pour ça que je vous parlais des minorités culturelles tout à l'heure, des différentes cultures, c'est-à-dire si vous avez mal entendu puis vous n'êtes pas sûr, bien, si vous écrivez le nom au son, sur le message, écrivez-le, écrit au son. Alors, être efficace, c'est ça. Être efficace, c'est d'être rapide, de bien diriger les gens. Rapidité, pas bâclée, je ne veux pas dire bâclée, mais quand on va parler des personnalités un petit peu plus loin, là, vous allez voir que tout ça, ça va entrer en ligne de compte en fonction de votre personnalité à vous. Si vous n'avez pas un rythme rapide en partant, vous allez devoir vous ajuster à ça. Hein? Comment vous allez améliorer ça? Vous allez voir comment les 4 types de personnalités, ça va être important dans l'exercice de vos fonctions. Maintenant, est-ce que les adjointes vous informent des visiteurs attendus au cours de la journée? Hein, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Est-ce qu'on vous informe de ça ou si on vous tient dans l'ignorance? Ou est-ce que les patrons vous disent s'ils viennent travailler le lendemain, s'ils ne sont pas là, s'ils sont en réunion? Pas majoritairement. C'est sûr que si tout le monde le faisait, ça irait beaucoup mieux. Pas tout le temps. Alors, il faut peut-être, à ce moment-là, revenir à la charge. Puis, il y a peut-être un courriel qui est envoyé à tous. Vos agendas sur Outlook, c'est merveilleux, donc vous êtes au courant de tout. Donc, à ce moment-là, pour les gens qui ne le font pas sur Outlook, peut-être revenir à la charge et demander au patron. Moi, ça m'aiderait beaucoup dans mon travail si on m'informait des allées et venues. Alors, vous savez comment on parle au patron? Si on dit
Moi, un tel, là, il me dit jamais quand est-ce qu'il part ou quand est-ce qu'il vient. Donc, soyez pas accusateur pour rien, là. Mais si vous allez voir votre patron puis vous dites, moi, ça m'aiderait grandement dans mon travail si j'étais au courant des allées et venues, mais d'une façon régulière. Alors, c'est tellement important que les gens en interne collaborent avec vous. Ça fait toute une différence. Ensuite, voilà. Si vous avez de la difficulté avec les noms, je vous disais qu'il y avait 4 niveaux, hein, 4 choses à faire. Première chose à faire, d'abord, si les gens vont vous voir par affaire, demandez-leur leur carte d'affaires. Est-ce que vous avez une carte d'affaires avec vous? Là, tout est réglé parce que vous allez avoir le nom, vous allez avoir son titre et l'entreprise. Quand l'adjointe vient accueillir ou quand le patron vient accueillir le visiteur, ça c'est en personne, dites à l'adjointe, quand j'aurai une carte d'affaires du visiteur, elle sera toujours sur mon bureau à tel endroit, tu peux la prendre. Alors, à ce moment-là, si vous avez un problème avec le nom de la personne, peut-être que l'adjointe ou le directeur en a un aussi. Donc, à ce moment-là, en remettant la carte d'affaires, le problème va être réglé. Il n'y aura plus de problème. Alors, convenez d'un code avec l'adjointe ou avec le patron, puis dites-lui, quand j'aurai la carte d'affaires d'une personne, bien, je la mettrai toujours au même endroit sur mon bureau. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on a de la difficulté avec le nom d'une personne? Je vais vous en parler ici. Vous pourrez le pratiquer d'ici à demain. Quand on a de la difficulté avec le nom d'une personne, on va demander pouvez-vous répéter votre nom? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter? Première chose à faire, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Deuxième chose à faire, pouvez-vous me l'épeler, s'il vous plaît? Troisième chose à faire, vous le dites vous-même et vous dites, est-ce que je l'ai bien prononcé? Allez pas plus loin que ça parce que vous allez insulter la personne. Et c'est là que je vous disais, quand vous n'êtes pas certain encore après ces 3 étapes-là, la 4e étape va consister à prendre un message et à l'écrire au son. Puis marquer sur le message écrit au son. Maintenant, si vous devez appeler quelqu'un puis le dire, ben, dites-le au meilleur de votre connaissance. Peut-être que la personne va être insultée, mais en tout cas, il vaut mieux le dire. Et la personne va vous dire oui, c'est presque ça. Alors, si c'est presque ça, soyez pas gênés, utilisez la façon dont vous l'avez dit. Donc, on va y revenir un peu plus tard, les 4 étapes sont importantes. Laissez pas attendre le visiteur qui est dans la salle d'attente. Le maximum de temps qu'un visiteur peut attendre, c'est 10 minutes. Alors, remarquez son non-verbal. Il se croise la jambe, décroise la jambe. Je parle au masculin, mais ça peut être une femme aussi. Va prendre son cellulaire, va regarder s'il y a des messages, va prendre une revue, il ne regarde pas, il la remet là, va bouger. Ça, c'est des signes que la personne est vraiment au maximum d'attente. Alors, votre rôle à vous, en tant que réceptionniste, c'est de voir à ce que les gens ne se rendent pas à 10 minutes. Sans être informés. Ça peut arriver que ça prenne plus que 10 minutes. Mais informez-les en rappelant l'adjointe, par exemple, ou en vérifiant avec la personne avec qui le rendez-vous, à savoir si ça va prendre encore du temps. Si vous avez accès à voir que la personne est au téléphone puis que sa ligne est encore occupée, vous pouvez vérifier avec l'adjointe et revenir à la personne qui attend puis dire je viens de vérifier avec l'adjointe et on me dit que ça ne sera pas tellement long. Donc, merci de patienter encore. Alors, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous calmez les nerfs de la personne qui attend, c'est-à-dire. Donc, il faut le mentionner. Hein? Avertissez la personne du retard. Maintenant, on est gentil, on a offert une boisson, un café, un verre d'eau. Des fois, c'est pas assez. Donc, paniquez pas.
Maintenant, il y a des gens qui arrivent aussi, puis qui sont très, très volubiles, puis qui veulent parler avec vous. Est-ce que vous êtes obligé d'entretenir la conversation? Ben, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein? Vous pouvez tout simplement dire, ben, si vous permettez, vous souvenez-vous, un matin, on a parlé du si vous permettez. Donc, permettez-moi de continuer mon travail ou si vous permettez, je vais continuer mon travail. Et par exemple, si vous êtes à l'accueil dans une institution financière, puis qu'il y a une fois par mois où les personnes vont aller changer leur chèque, puis vont vouloir parler avec vous parce que c'est peut-être leur seule belle sortie, à ce moment-là, vous pouvez dire ça m'a fait plaisir de vous revoir. Si vous permettez, je vais continuer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent. Hein? Alors, on n'est pas là pour placoter. Mais dit avec, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'empathie dans la voix et dans le regard, tout se dit. Aussi, quand quand vous avez quelqu'un devant vous, devant votre poste, devant vous, même si votre poste de travail est un petit peu tourné, cachez les informations qui pourraient être confidentielles. Si vous êtes en train de travailler sur un traitement de texte, si vous avez le compte d'une personne devant vous, donc c'est pas nécessaire que la personne qui arrive euh, voit ce qui est à l'écran. Donc, soyez à la guet de ça. Maintenant, après la rencontre, quand un visiteur part, bon, puis vous n'êtes pas au téléphone, ben, merci de votre visite ou à la prochaine. Hein, vous pouvez, excusez, vous pouvez lui répondre même si la personne qui est venue voir l'accompagne à la réception pour le départ. Donc, c'est permis de lui dire merci de votre visite, à une prochaine, ou peu importe, un mot gentil. Donc, excusez, le tutoiement et le vouvoiement. Est-ce que dans votre entreprise, vous savez quelles sont les règles du tutoiement et du vouvoiement? Est-ce que vous connaissez les règles? Alors, vous pouvez me répondre. Est-ce qu'il y en a d'abord? Maintenant, c'est libre aux entreprises, mais moi, je vais vous donner la base, qui sont vraiment des règles d'étiquette internationales concernant le vouvoiement. Alors, premièrement, vous rencontrez une personne pour la première fois. Est-ce que vous devez la tutoyer, même si elle vous paraît un peu plus jeune que vous? On doit vous voyez la personne, même si c'est une collègue qui est plus jeune, qui a l'air plus jeune que vous. Donc, première rencontre avec une personne, on parle de collègue, on doit la vous voyer. Les clients, les gens de l'externe, on doit les vous voyer, peu importe leur âge. Maintenant, si dans votre entreprise, il existe une loi, un code, c'est-à-dire qui dit on peut se tutoyer entre collègues, mais on vous voit les clients. C'est parfait, vous allez suivre la règle. Ou si on dit on peut se tutoyer entre collègues, et quand il y a des clients, on se vous voit. Ça peut être une autre façon de faire. Maintenant, il y a des gens qui travaillent dans certains bureaux depuis des années, puis qui me disent, ben moi, je ne sais toujours pas si je dois dire tu ou vous à mon patron. Un tel le vous voit, d'autres le tutoient, alors moi, je ne sais pas. La façon la plus simple de le savoir et de régler ça une fois pour toutes, c'est de lui demander. Puis les gens ne pensent pas à aller demander ça. Monsieur patron, est-ce que vous voulez que je vous tutoie? Je remarque qu'il y en a qui vous tutoient et il y en a qui vous voient. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est tellement simple. Maintenant, si vous commencez un nouvel emploi et vos collègues ont sensiblement le même âge que vous, est-ce que vous devez les vous voyer? Oui, toujours. On devrait les vous voyer.
Quelqu'un vous demande de le tutoyer. Est-ce que vous devez refuser de le faire? Et là, même si votre patron vous a dit on vous voit les clients, si un client vous dit j'aimerais ça que tu me tutoies, la règle dit qu'on ne devrait pas refuser de le faire, même si ça dérange un peu. Maintenant, là encore, allez voir le code, puis dites-vous, est-ce que c'est écrit que quand un client me demande de tutoyer, je dois continuer à le vouvoyer. Il y en a qui disent ça, là. Alors, dites-vous que la règle est la suivante. On doit le tutoyer, même si ça nous dérange un peu. Excusez. Si vous êtes au magasin, vous allez dans un commerce de détail, puis une jeune commis ou un jeune commis vous aborde avec le sourire et vous tutoie. Pensez-vous qu'on vous manque de respect? Vous sentez-vous agressé? Alors, la plupart du temps, les gens vont me dire, bon, c'est partagé. Non, non, non. Ça dépend de l'âge des gens aussi. Il y a des gens qui vont me dire, ben moi, je me sens agressée, j'aime pas ça. Il y a une de mes collègues qui fait de la formation et qui me disait, j'ai reçu la semaine passée un courriel avec une série de webinaires super intéressants. J'aimerais ça les suivre. Mais dans ces courriels, la personne me tutoie. Moi, je n'ai pas gardé les vaches avec lui. Je ne le connais pas. Donc, pour moi, c'est un manque de respect. Alors, vous voyez comment ça peut être interprété. Donc, il faudrait que ça soit clair. Puis, s'il n'y a pas d'instruction ou de code dans votre entreprise, ça serait peut-être bon qu'il y en ait un. Les plus jeunes, comme je vous disais, là, les plus jeunes parmi vous, vous êtes peut-être allé à l'école où on tutoyait le professeur, mais vous savez qu'on revient au vouvoiement dans les écoles et vous savez que ça peut offenser certaines personnes. Beaucoup de consommateurs sont des baby boomers, il y en a de plus en plus qui prennent leur retraite, etc. Et les baby boomers, dites-vous que quand ils sont allés à l'école, on enseignait la bienséance. Donc, de se faire tutoyer, ça peut les offusquer. Par contre, de se faire vouvoyer, ça peut aussi les offusquer. Donc, vous voyez, c'est pas facile à déterminer. Ça peut vouloir dire t'es vieux. Puis les femmes, on a tendance, des fois, à agir comme ça. Ben non, moi, je suis pas Madame Untel, ma mère, c'est Madame Untel. Donc, juste faire attention, faut être toujours à l'écoute hein, des gens, puis, mais la règle, c'est ça. C'est qu'au premier abord, vous voyez les gens, vous ne vous trompez pas. Donc, si vous présentez un emploi pour une promotion, ben, il faut toujours vous voyez les gens, ça c'est sûr. La poignée de main, je vais vous parler de différentes poignées de main. Je vous parlais tout d'abord au début des 5 sens qui sont sollicités. Donc, le toucher, c'est la poignée de main. Peut-être que vous ne donnez pas la main dans l'exercice de vos fonctions, mais si jamais vous le faites, vous saurez comment donner la main. La poignée de main sympathique, bon, vous prenez votre main comme ça, puis la personne, disons que votre main est comme un sandwich entre les deux mains d'une autre personne quand vous vous donnez la main. C'est ce que j'appelle la sympathique ou la poignée de main qu'on utilise quand on sympathique, parce que quand on a de la sympathie envers quelqu'un qui a perdu un proche au salon funéraire, par exemple, ou un collègue qui vit quelque chose de difficile. Alors, ça peut être un type de poignée de main qui s'utilise, mais pas en affaires. Le poisson mort, c'est la petite poignée molle, gluante, là, presque. La pompe à eau, et il y a beaucoup d'hommes qui pratiquent la pompe à eau, c'est quand, vous savez, là, on donne la main puis qu'on brasse la main comme ça, aller-retour, en haut, en bas. Le broyeur, c'est quelqu'un qui va serrer fort, fort, fort puis qui nous casse les os de la main. Excusez. Et la franche poignée de main, qu'est-ce que c'est? Ben, regardez la photo en haut. Alors, quand les personnes se sont présentées une devant l'autre, ils se sont présentés avec les pouces en haut, comme ça. Et vous voyez que les deux
les palmes qu'on a entre le pouce et l'index vont s'emboîter parfaitement. Les deux mains sont parallèles et on va donner juste un petit coup d'avant-bras, tout simplement. Donc, quand on donne la main, il y a des choses importantes à se rappeler. Regardez la personne dans les yeux quand on lui donne la main. Une bonne poignée de main se doit d'être ferme, mais ne pas broyer les os. Assurez-vous que les deux paumes se touchent, les deux palmes se touchent. Puis si vous vous demandez en affaires qui doit tendre la main d'abord, bien commencez vous-même. La poignée de main, c'est un geste de paix de toute façon. Alors, quand vous présentez, on va faire une petite récapitulation. Quand vous présentez une jeune personne à une personne âgée en social, vous allez nommer la personne âgée en premier lieu. Un collègue en visiteur, le visiteur en premier lieu. Un jeune cadre à un cadre supérieur, le cadre supérieur en premier lieu. Un ami ou un contact personnel à un contact professionnel, ça va être un contact professionnel. Votre conjoint à votre patron, c'est le patron. Nouveau collègue à un directeur, le directeur. Et le président à un client, le client. Et vous voyez qu'ils sont toujours placés à la droite. Les bons choix sont toujours à la droite. De quel côté, si vous allez dans un congrès ou une convention, une réunion, de quel côté vous devriez porter votre carte d'identification ou votre porte-nom? Des fois, on nous remet porte-nom, puis on dit de quel côté on le porte? À gauche ou à droite? Alors, Marie-Lou me dit à gauche, Isabelle à gauche, mais moi, je vais vous dire que c'est à droite. Alors, quand on a, par exemple, il y en a qui vont remettre un autocollant avec notre nom dessus, on peut le coller. On va le coller à l'épaule droite. Pourquoi? Parce qu'on donne la main droite. Et quand je regarde une personne, quand je donne la main, je regarde une personne dans les yeux et je vais regarder, je suis dans le champ droit. Donc, je vais porter mon identification à droite. Qu'est-ce qu'on va porter à gauche? Si on a des épinglettes, par exemple, soit quelqu'un qui fait partie d'une chambre de commerce ou d'un mouvement ou que votre entreprise a ses propres épinglettes, à ce moment-là, c'est à gauche. On corsage, on porte ça à gauche. Dans les hôtels, vous allez voir le nom des serveurs, ça va être à gauche parce qu'ils ne donnent pas la main. Mais quand on va dans une réunion ou un congrès où on est susceptible de rencontrer des gens et de donner la main, ça va être à droite qu'on va porter ça. Alors, ça va pour la droite ou la gauche. Maintenant, vous avez à la toute fin un questionnaire. Alors, je vais vous demander, je ne sais pas si vous l'avez fait, je sais que j'en ai reçu un, il y a quelqu'un qui me l'a envoyé. Vous pouvez le remplir, ce questionnaire-là, puis me faire parvenir par courriel le résultat final. Dites-moi, par exemple, combien vous avez de jaune ou énergie, combien d'actions de rouge, combien de support ou de vert, combien d'analyse. Alors, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Puis la façon dont on va le remplir, c'est que vous allez, par exemple, vous allez aller voir vis-à-vis je suis, là, puis vous allez dire, vous allez regarder les 4 colonnes, puis vous allez dire qu'est-ce qui me décrit le mieux. Est-ce que je parle beaucoup? Est-ce que j'aime ça dominer? Je suis une germaine? Est-ce que je suis affable? Est-ce que je suis accueillante? Ou je suis plutôt timide et réservée? Donc, vous allez encercler ce qui vous décrit le mieux. Puis, vous allez faire ça à chacune des lignes. Et à la toute fin, vous allez compter par colonne, comme ça, combien vous avez encerclé de mots, et vous allez mettre le résultat en bas. Et c'est là que vous allez m'envoyer ces résultats-là. Puis vous pouvez l'envoyer à cette adresse-là ici. Alors, si vous voulez le faire, on pourra à ce moment-là
en discuter plus longuement, soit demain ou mercredi. Alors, vous savez exactement comment faire. Là. Ou alors, vous l'aviez l'adresse. Donc, demain, vous avez remarqué qu'on a un lien qui est différent. Hein? Il y a un lien différent chaque jour, puis le cahier est différent à chaque jour, évidemment. Donc, moi, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions à poser concernant ce qu'on a vu? Maintenant, si vous n'en avez pas maintenant, préparez-les pour demain. On va commencer avec vos questions. Ou si vous les avez maintenant, vous pouvez les écrire. Alors, Marie-Lou n'a pas de questions. Même heure demain, avec le lien du 20. Même heure, même poste. Préparez vos questions si vous en avez. Ça me fera plaisir de répondre. Alors, Daniel, c'est sûr qu'on va changer d'ordinateur. Hein. Comme là, ça allait mieux. Je suis très contente. Alors, merci aux participants. Merci. Bonne journée à vous. Et on se rencontre demain à 10h. Merci infiniment.